Nous voici pour la deuxième rubrique, le Breakfast Club. Petit rappel, François, qu'est-ce que le Breakfast Club ? Eh bien, le Breakfast Club, c'est un ciné-club qui est co-créé, co-organisé, co-animé par des étudiantes et des étudiants exprès pour les 15-25 ans. Tous les mois, on vous propose de redécouvrir une petite merveille, une petite pépite, un grand classique de l'histoire du cinéma. Et ce mois-ci, mois de novembre, nous sommes gâtés puisque nous allons avoir droit à, sur grand écran, la résurrection de notre cher Charlot avec Le Dictateur qui sera diffusé pour un public conquis le 21 novembre prochain au Brady. Sous le nouvel emblème de la double croix, la liberté était bannie, le droit à la parole supprimé. On n'entendait plus que la voix de Hinkel. Hey, das Straflichshilfensekt, der Wiener Schnitzel mit der Lage werden und das Sauerkraut. Hey, der Pilotensakt der Pilleppen, ein Tomenia wie ein Straf, ein der Blitzensakt der Klütz. Hey, ich kleiner Straf mit der... Avant de commencer le débat sur le dictateur de Charlie Chaplin, nous avons un invité surprise, un guest comme on dit. Il va se présenter, hein. Donc Raph, bonjour. Bonjour à tous. Donc du coup, je suis Raphaël et je suis, outre un grand cinéphile, je suis également réalisateur. Et on a pu collaborer ensemble sur certains projets déjà avec certains membres de ce groupe. Et donc tu étais perchiste sur le film, c'est ça ? Oui, j'étais très jeune, effectivement, à cette époque-là, mais oui. Bienvenue parmi nous. Donc, alors je vais lancer le débat, enfin le pitch rapidement. Lors de la Première Guerre mondiale, dans un pays imaginaire qui s'appelle La Tomanie. La Tomanie en français, qui ressemble beaucoup à l'Allemagne, un soldat maladroit sauve la vie d'un pilote de chasse nommé Schultz. Il réussit à s'enfuir en avion, mais l'appareil s'écrase et le soldat est blessé. Il est amnésique et il passe de longues années à l'hôpital, coupé du monde. Mais entre-temps, la Tomanie est devenue un régime dictatorial et fasciste dirigé par Adenoid Hinkel. Et les Juifs sont persécutés exactement comme sous le régime nazi. Écoute, comme tu es le guest, Raph, tu vas ouvrir le débat. Qu'est-ce que tu as pensé de ce chef-d'œuvre ? Comme toi, du coup, que c'est un chef-d'œuvre. Pour ma part, c'est l'un des films les plus importants de l'histoire du cinéma, tant par son esthétique, son humour, le talent de Chaplin, mais surtout, c'est, je pense, dans l'histoire du cinéma, le film qui s'est le plus engagé, alors que tout le monde était contre, en fait. À cette époque-là, en 40, au moment où il tourne le film, les États-Unis ne sont pas encore en guerre, et personne ne veut faire un film qui pourrait embêter les Allemands et mettre de l'huile sur le feu, et lui, il y est allé avec ce qu'il avait, et il a sorti quelque chose d'assez incroyable, et c'est peut-être la première fois également qu'on entend Chaplin vraiment s'exprimer sur ses intentions politiques, sur sa vision du monde qui l'entoure, moins en étant toujours aussi drôle, mais avec quelque chose de beaucoup plus tragique et de beaucoup plus réel de ce qu'il avait fait par avant. Donc je trouve ce film absolument incroyable et à voir par tout le monde et à montrer à tout le monde pendant encore des générations et des générations. Parce que c'est vrai que tu disais les États-Unis à l'époque n'osent pas entrer en guerre. Oui, et quand il sort, l'Allemagne nazie, par contre, domine déjà entièrement l'Europe. Effectivement, oui. Quand il commence le tournage, la guerre a commencé depuis 6 jours à peu près. Du coup, quand le film sort, qu'il le finit, là, effectivement, l'Allemagne a déjà quasiment gagné la bataille de France de toute façon. Mais au moment où de toute façon, il commence le projet, c'était pas encore ça. Quand il veut faire son film, il parle surtout de la montée du nazisme plus que l'invasion directe. Oui, d'ailleurs, par contre, si la situation de l'Europe était connue, il va parler des camps et de la persécution des nazis, ce qui était beaucoup moins reconnu à l'époque. D'ailleurs, il l'avait dit, parce qu'on lui a reproché de parler et d'évoquer cette horreur-là, mais de manière un peu édulcorée, forcément, sur les camps. Mais il dit que s'il avait vraiment eu connaissance de ce qui se passait, il aurait peut-être pas fait son film réellement, parce qu'il n'est pas allé jusque-là. Et tu parlais d'opinion politique, mais on lui a reproché plein de choses, et ça a été un prétexte à la révocation de son visa qu'il a exclu pour très longtemps, voire définitivement des États-Unis.
Mais c'est pas une opinion politique pour moi. Et lui-même, j'avais cité, je ne peux que le citer lui-même dans ses mémoires à ce propos. Il avait dit, parce qu'on l'a accusé d'être juif et communiste, donc avoir une opinion politique, mais je pense que c'est pas ça. Et il dit, en fait, je n'étais pas. On n'a pas besoin d'être juif pour être anti-nazi. Donc je le cite, il suffit d'être un être humain normal et décent. Le fait que Chaplin parle réellement, c'est le premier film où il s'exprime. Il l'a fait à ce moment-là, mais je pense que c'est parce qu'il y avait une vraie raison de le faire. Il a pris un personnage qui ressemble à Adolf Hitler, d'ailleurs, pour la petite histoire. Lui, il est né le 16 avril 1889, et l'autre le 20 avril 1889. Les deux ont une petite moustache, et les deux sont nés dans des familles modestes et ont connu une renommée, une notoriété complètement mondiale. Donc il joue complètement sur cette ressemblance. Et on disait qu'il n'était pas politique avant, mais si, les temps modernes est politique. Oui, les temps modernes, effectivement, et le Kid aussi, dans un sens. Oui, puisque c'est la crise de 29. Il s'engage plus, il montre moins la misère sociale. Avant, il avait un engagement politique, social, qu'il mettait en scène. Là, il va prendre les devants aussi pour montrer que la puissance de cette propagande, il peut l'utiliser aussi contre les autres, contre les dictateurs, contre ce genre de choses. Du coup, je pense qu'il s'investit, il se mouille encore plus politiquement que tous les autres. Oui, ça lui a beaucoup été reproché, aux États-Unis particulièrement, et ça a un peu marqué la suite de sa carrière. Après, il avait fait tellement de succès, il était autonome que, en fait, il s'en foutait. Oui, il s'en foutait, il était déjà au sommet. D'ailleurs, pour revenir aussi au fait que la ressemblance entre Hitler et Chaplin, en plus des dates, en plus de plein de choses, faut savoir que le personnage de Charlot et de sa moustache était connu bien avant Hitler, bien avant même la montée d'Hitler, donc on va dire que c'est limite Hitler qui a copié Chaplin, en tout cas sur l'apparence, sur pas mal de choses. Je crois qu'il a dû le dire en plus, non ? Chaplin a dit que c'était un des meilleurs auteurs qu'il ait lu. Hitler. Non, il en disait du bien, Hitler, de Chaplin, je crois. Il est avéré qu'Hitler s'est procuré 2 copies du film. On ne sait pas s'il l'a vu ou s'il l'a fait voir et qu'on l'a raconté. Et Chaplin a dit « Je donnerai tout pour savoir ce qu'il a pensé ». Après, c'est une version qui a été contestée, mais bon. Sur le fait qu'il avait vu le film. Ah oui, non, et on ne sait pas s'il l'a vu, mais il a eu 2 copies dans les mains. Juste pour les brûler pour le plaisir. Voilà. J'avais plus de livres sous la main. Le docteur Raymond, il en pense quoi de ce film ? Oh bah écoutez, difficile d'épiloguer sur quelque chose qui est à la fois un classique et un chef-d'œuvre. Et un chef-d'œuvre aussi que se bâtit quelque part Chaplin à sa hauteur, parce que c'est un acteur, auteur, qui écrit pour lui-même et qui se sert magnifiquement, c'est-à-dire qu'il va s'écrire des scènes à moitié parlées effectivement, moitié des imitations avec des accents, moitié du gromelot en pseudo-allemand, et effectivement toute une série de séquences de jonglerie, d'acrobatie, de séquences musicales muettes, et très très intéressant, parce que c'est vrai qu'il prend la parole pour caricaturer la plupart du temps, mais la plupart du temps, effectivement, c'est une pseudo-parole, c'est un parler, effectivement, qui est déformé, et c'est intéressant quand on compare avec un autre film qui est à peu près contemporain, et qui, lui aussi, parle de l'entrée en guerre, de l'Europe occidentale, et sur le ton de la comédie, qui est la soupe au canard, des Marx Brothers, et là où tout l'essentiel repose sur le dialogue, et effectivement, et c'est un film très très verbeux, sur la virtuosité verbale, etc. Et là, Chaplin prend le contre-pied et nous propose vraiment quelque chose où le dialogue est épuré au maximum. Et du coup, le contraste est vraiment très très intéressant. Et c'est là qu'on voit la différence entre deux grands noms, si vous voulez, du comique de cette époque. En Bretagne, on a un mot pour ça, pour dire parler qu'on ne comprend pas, c'est baragouiner. Dans le film, il baragouine. Et Julien, quelque chose à rajouter ? Non. Non, Ok. pour une fois là, non, mais j'ai revu avec plaisir, évidemment. Puis j'espère que vous serez nombreux et qu'on sera tous, si possible, à la projection du 21 novembre. J'ai essayé de trouver quelques petites anecdotes sur le film. Vraiment, il a été interdit longtemps. Dis-moi si je me trompe, Raph. Non, tu as raison, il a été interdit très très longtemps, notamment par exemple en Italie, je crois qu'il n'est interdit jusque dans les années 70.
donc très 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 longtemps, plus de 30 ans après. Et l'un des premiers films, enfin les 2 premiers pays à ne pas avoir trop censuré ça, c'est les États-Unis, mais il était plutôt mal vu d'aller voir ça. C'est parce que Chaplin est très très connu qu'on lui a pas censuré son film. Et en 45, c'est la France. Alors celui-là, il a fait 8 millions d'entrées, c'est le plus gros succès de Chaplin, mais c'est quand même moins que le dîner de con. Hein. Et l'Angleterre? Et ben, les Anglais étaient très très réticents à ce film. Hein. Tout le monde, quand Chaplin fait ce film, les Anglais ne veulent absolument pas qu'il le fasse. Qui, comme le reste de l'Europe, est antisémite. Il faut situer dans le contexte, mais c'est vrai que je pense qu'ils avaient peut-être une peur de l'Allemagne nazie. Et pourtant, Chaplin était copain avec Churchill. Ils se connaissaient, ils s'étaient déjà rencontrés, ils s'admiraient énormément à l'époque où Churchill était pendant sa période de traversée du désert, où il n'avait plus du tout de poste au gouvernement anglais. Il est passé à Los Angeles, il a rencontré Chaplin et ils se sont beaucoup appréciés. Mais malgré tout ça, les Anglais voulaient vraiment démotiver Chaplin de le faire le film. Il y a ce point commun, mais j'ai lu aussi une anecdote assez unique. Un jour, le film est passé en Serbie. On s'est projeté un autre film. Je connais ton anecdote, mais je crois que c'était en Grèce. Ah, débat. Mais vas-y, continue. Apparemment, il y avait un sympathisant nazi a sorti son pistolet et a tiré dans la salle et sur l'écran parce qu'il voulait absolument pas voir ça. Quoi. C'est le propre du fascisme, d'interdire. Illustrer le fascisme par son acte est vraiment un acte d'ailleurs assez anti-cinématographique, on peut le dire, anti-cinéma. Il y a toujours le trou de balle. Pour la petite histoire autour de ça, c'est surtout que les gens ne savaient pas qu'ils allaient voir ce film. Le film était interdit et le projectionniste a décidé de le passer quand même. Et effectivement, mais c'était un flic, hein, donc pour moi c'est pour ça que c'était en Grèce, parce que c'était des SS aussi. Au bout de 40 minutes, a interrompu le film en tirant sur l'écran effectivement pour que les gens sortent de la salle et arrêtent de regarder le film. Ah, je savais pas. Sinon, quand même, il y a quelques scènes encore incroyables qui sont devenues cultes aujourd'hui, non ? La scène du barbier, la scène du ballon, c'est des scènes qui encore aujourd'hui sont assez incroyables. Et oui, vous savez extraordinaire. que pour l'anecdote encore, Paulette Goddard, qui a été la compagne de Charlie Chaplin à la ville, avait été refusée du rôle de Scarlett O'Hara dans Autant n'emporte le vent, l'adaptation la majestueuse. Alors c'était de qui ? C'était pas de Cukor ? Ah, quiz, instant quiz. Andrew Fleming, hein. Victor Fleming. Elle avait tourné des bouts d'essai justement sous la direction de Cukor, qui n'a pas été crédité au générique. Et comme ils avaient dit que le mariage entre elle et Charlie Chaplin n'avait pas été fait selon les règles, eh bien ils ont eu peur de la polémique et ils l'ont écarté du film. Merci encore. Merci Raph, en tout cas, pour 24 images secondes, ton visa il est validé, tu reviens quand tu veux. Merci pour l'invitation. Et d'ailleurs, si tu veux, c'était pas prévu, tu peux rester parce qu'on va parler dans quelques secondes d'un film de Quentin Tarantino. Lequel ? Kill Bill. Je connais pas, c'est bien ? Attends, il l'a peut-être pas vu. Je plaisante. J'ai vu les deux. Oh, cool. Je veux seulement voir le cinématographe. C'est à ce que l'on dit l'une des merveilles du monde civilisé. Le cinéma, c'est 24 fois la vérité par seconde. Madame, je n'écrirai rien sur ce film, c'est une merde.